On a souvent tendance à penser que les maladies cardiovasculaires sont des maladies qui touchent seulement les hommes et que d'autres maladies comme les cancers touchent les femmes en plus grande proportion. Mais les maladies cardiovasculaires comme l'infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux figurent parmi les plus importantes causes de mortalité chez les femmes, beaucoup plus que le cancer du sein même. Notre invité d'aujourd'hui est spécialiste de la santé cardiovasculaire des femmes. La Dr Marie-Ève Piché est cardiologue, clinicien-chercheur au secteur de prévention cardiovasculaire de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, l'IUCPQ. Elle est également professeure au département de médecine de l'Université Laval. Elle a complété une maîtrise sur les facteurs de risque émergents liés aux maladies cardiovasculaires et un doctorat en santé cardiovasculaire chez la femme. Enfin, elle a complété une formation postdoctorale en santé cardio-métabolique et imagerie à l'Université d'Oxford, en Angleterre. Dr Piché est directrice du pôle en santé inclusive et prévention situé à l'IUCPQ et membre de l'Initiative canadienne pour la santé du cœur des femmes. Elle est aussi membre du comité exécutif des lignes directrices de la Société canadienne de cardiologie en prévention cardiovasculaire. Ses intérêts cliniques et de recherche portent principalement sur la santé des femmes, la santé inclusive, la santé durable et la prévention des maladies cardiovasculaires. Je pense qu'elle saura vous convaincre de l'importance de prendre soin du cœur des femmes. Merci d'abord au comité organisateur pour l'invitation. Merci à Benoît et Marc-Claude. Donc, ça me fait plaisir de vous parler, de prendre un moment ce midi pour parler de santé cardiovasculaire des femmes. Donc, les objectifs en lien avec la présentation sont de mieux reconnaître les facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire chez les femmes, de reconnaître les éléments distinctifs dans la présentation clinique de la maladie cardiovasculaire chez les femmes et de discuter brièvement des interventions en prévention cardiovasculaire chez les femmes. Donc, la maladie cardiovasculaire demeure la principale cause de décès prématuré chez les femmes. Donc, les femmes sont 5 fois plus nombreuses à mourir d'une condition cardiaque que du cancer du sein. Et ce qu'on remarque, c'est que la maladie cardiovasculaire chez les femmes sont en hausse au pays, au Canada et ailleurs dans le monde. Et également, on voit de plus en plus de maladies cardiovasculaires chez les jeunes femmes. Donc, si on remarque sur la figure une image une figure qui représente le taux d'hospitalisation pour infarctus du myocarde chez des jeunes femmes en rouge, donc âgées de 35 à 55 ans, vous avez en bleu comparativement aux jeunes hommes. Donc, on voit vraiment une augmentation dans les dernières décennies du taux d'hospitalisation pour infarctus aigu du myocarde chez les jeunes femmes. Et lorsqu'on regarde quels sont les facteurs qui peuvent prédire cette augmentation du risque cardiovasculaire chez les jeunes femmes, dans cette étude, on avait entre autres identifié une plus grande prévalence d'hypertension artérielle, une plus grande prévalence de diabète, d'obésité et de sédentarité chez les jeunes femmes comparativement aux jeunes hommes. On sait également que les femmes qui vivent dans des régions nordiques, rurales, éloignées, ont un plus grand nombre de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, sont plus à risque de développer des maladies cardiovasculaires. Et également, certains groupes de femmes de différents groupes ethniques, dont les femmes autochtones, qui présentent une plus grande prévalence de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, un plus grand nombre de complications associées à la grossesse, entre autres, et une mortalité cardiovasculaire qui est plus élevée, souvent plus précoce, jusqu'à 76% de mortalité cardiovasculaire chez les femmes autochtones en comparaison aux femmes non autochtones. Donc, on sait que la maladie cardiovasculaire affecte les femmes différemment des hommes, que ce soit au niveau des facteurs de risque cardiovasculaire, de la symptomatologie et du diagnostic, et également du traitement et du pronostic. Donc, des sujets qu'on va aborder dans les prochaines diapos. Si on parle des facteurs de risque cardiovasculaire chez les femmes, on sait qu'il existe des facteurs de risque traditionnels qu'on retrouve autant chez les hommes que chez les femmes, dont le diabète, la dyslipidémie, l'hypertension, le tabagisme, l'obésité.
Il existe également des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires qui sont spécifiques au sexe, dont les complications liées à la grossesse, par exemple le diabète gestationnel, les troubles hypertensifs de la grossesse, incluant la prééclampsie, l'accouchement prématuré, le syndrome des ovaires polykystiques, la ménopause précoce. Et également, on retrouve des facteurs de risque qu'on dit sous-estimés. Donc, entre autres, les facteurs de risque psychosociaux, dont les antécédents de troubles anxieux dépressifs sont des facteurs de risque majeurs de complications cardiovasculaires chez les femmes. Des antécédents de violence conjugale, une plus faible éducation et la marginalisation socio-économique. Les femmes monoparentales également, par exemple, sont plus à risque de développer des complications des maladies cardiovasculaires. Il y a plus de 80% des femmes de plus de 45 ans qui ont au moins 2 facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Et on sait que la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire augmente avec l'âge, mais de manière plus importante chez les femmes lorsqu'on compare aux hommes. Également, il y a certains facteurs de risque qui sont associés à un risque cardiovasculaire qui est plus élevé chez les femmes. Donc, c'est vrai, par exemple, pour le diabète qu'on voit ici dans la figure. En rouge, vous avez les femmes qui sont représentées, en noir, les hommes. Donc, on voit que le diabète chez une femme est associé à un risque d'infarctus du myocarde qui est plus important comparativement aux hommes. Et également, on voit qu'il y a certains facteurs de risque ici, par exemple, l'exercice, qui a un effet cardioprotecteur particulièrement intéressant chez les femmes en comparaison aux hommes. Donc, la présence d'un diabète chez les femmes est associée à un risque d'infarctus plus précoce, est associée à une mortalité cardiovasculaire qui est augmentée de 4 à 6 fois et également est associée à un plus haut risque d'insuffisance cardiaque qui peut aller jusqu'à 5 fois chez les femmes. L'hypertension artérielle chez les femmes est fréquente et est un facteur de risque majeur de complications cardiovasculaires. Il est souvent moins bien contrôlé chez les femmes. L'obésité est plus fréquente chez les femmes et est un facteur qui est associé à un plus haut risque de maladies cardiovasculaires. On a parlé tout à l'heure de l'importance des facteurs psychosociaux chez les femmes, qui est un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires, et le tabagisme également chez les femmes, qui est associé à un plus haut risque de complications cardiovasculaires. Maintenant, on sait que la santé reproductive au cours de la vie d'une femme a également un rôle à jouer dans la survenue de complications cardiométaboliques et cardiovasculaires à court terme ou à long terme au cours de la vie d'une femme. Par exemple, au début, au moment de la puberté, l'âge de la ménarche, qu'elle soit précoce ou retardée, est un facteur qui peut prédisposer à des complications cardiométaboliques à plus long terme. L'infertilité chez une femme, on a parlé tout à l'heure du syndrome des ovaires polykystiques, et certaines complications de la grossesse également, dont le diabète gestationnel, les troubles hypertensifs, la grossesse, la prééclampsie, un retard de croissance intra-utérin sont des facteurs de risque de complications cardiovasculaires chez les femmes. Et la ménopause, qui est un facteur bien connu, donc un âge précoce d'apparition de la ménopause est associé à un plus grand risque de complications cardiovasculaires. Une ménopause qui est induite chirurgicalement ou avec un traitement pharmacologique est également associée à un plus grand risque de complications cardiovasculaires. Et les femmes qui ont des symptômes vasomoteurs qui sont prédominants lors de la transition vers la ménopause aussi, c'est associé à un plus grand risque de complications cardiovasculaires et l'usage prolongé d'hormonothérapie. Si on regarde les complications de la grossesse et le risque cardiovasculaire, ce que les données nous suggèrent jusqu'à aujourd'hui, c'est que il y a plusieurs complications de la grossesse qui semblent associées à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, de complications cardiovasculaires, autant pour la mère et pour l'enfant à naître. Quand on parle de complications cardiovasculaires, on parle entre autres de maladies coronariennes, de risque d'insuffisance cardiaque et le risque d'AVC.
Chez la mère, on va voir apparaître ces complications cardiovasculaires qui peuvent être à un stade subclinique avant de devenir cliniques et symptomatiques, environ 8 à 10 ans suivant l'exposition à la complication de grossesse. Plus il y a une exposition prolongée ou une répétition des complications de grossesse à différentes grossesses, bien évidemment, plus ce risque de complications cardiovasculaires est augmenté. Donc, quand on regarde les complications classiques associées à une augmentation de ce risque de maladie cardiovasculaire, on retrouve entre autres toutes les complications hypertensives de la grossesse, dont la préclampsie, qui représente un facteur de risque majeur d'évoluer de développer des complications cardiovasculaires. Le diabète gestationnel, on a parlé tout à l'heure, les grossesses multiples et les naissances prématurées ou les bébés de petit poids à la naissance. On sait également que les mères qui présentent des facteurs de risque cardiovasculaire ou un profil cardiométabolique à haut risque en période de préconception, donc avant la grossesse. Par exemple, les femmes qui présentent d'emblée une hypertension, une obésité, des anomalies des lipides sanguins ou une résistance à l'insuline, mais sont plus à risque de développer ces complications associées à la grossesse, mais sont également plus à risque d'évoluer vers des complications cardiovasculaires à moyen et long terme. Pour ce qui est des mécanismes sous-jacents, il y a plusieurs études en cours, plusieurs hypothèses qui ont été soulevées. On sait, entre autres, ce qui prédispose les femmes à développer des complications de grossesse, des anomalies, des anomalies au niveau placentaire qui ont été identifiées, des anomalies également au niveau cardiaque, donc une moins bonne adaptation cardiovasculaire en réponse à la grossesse pourrait être associée à un plus grand risque de complications à la grossesse, mais également à plus long terme. En ce qui concerne la préclampsie, donc effectivement, c'est un facteur de risque majeur, une complication de grossesse majeure qui est associée à une augmentation du risque de maladie cardiovasculaire. Donc, non seulement la maladie coronarienne, mais également le risque d'AVC qui est augmenté chez les femmes. On sait qu'il y a un risque d'hypertension chronique qui est significatif chez les femmes qui vont présenter une préclampsie pendant la grossesse, mais également on peut retrouver une plus grande prévalence d'arythmie cardiaque, principalement de la fibrillation auriculaire, qui est une des arythmies les plus fréquentes en cardiologie, et une très grande proportion, prévalence d'insuffisance cardiaque chez ces femmes qui ont développé de la préclampsie pendant leur grossesse. Lorsqu'on image les cœurs de ces femmes qui ont présenté des complications hypertensives de grossesse, incluant la préclampsie, si les femmes avaient en préconception une hypertension artérielle chronique qu'elles conservent suivant la grossesse, on voit que c'est associé à un plus grand nombre d'altération de la fonction vasculaire. Et comme je mentionnais, lorsqu'on image les cœurs de ces femmes 8 à 10 ans suivant la grossesse, on observe déjà des anomalies de remodelage cardiaque et une dysfonction diastolique qui s'installe. Donc, on parle tout de même de jeunes femmes qui sont très à risque d'évoluer éventuellement vers une insuffisance cardiaque, majoritairement une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. On sait qu'il existe une transmission intergénérationnelle également du risque cardiométabolique et du risque cardiovasculaire. Donc, ici, je vous présente des images d'une étude qui a été publiée chez des femmes qui présentaient une obésité en préconception. Donc, on sait que l'obésité, c'est une condition qui est fréquente chez les femmes en préconception de grossesse. Donc, environ un tiers des femmes vont présenter une obésité. Et on sait que l'obésité ou d'autres conditions cardiométaboliques en préconception, comme on a vu tout à l'heure, augmentent le risque de complications chez la mère, mais également chez l'enfant à naître. Donc, dans cette analyse qu'on montrait, ce que les auteurs avaient démontré, si vous regardez l'image du haut, on avait imagé les cœurs des nouveau-nés 6 à 8 semaines après la naissance et on voyait dans l'image
Du haut, vous avez les nouveau-nés qui proviennent d'une mère sans diagnostic d'obésité en préconception. Et dans l'image du bas, vous retrouvez l'image du cœur du nouveau-né âgé de 6 à 8 semaines d'une mère avec une obésité diagnostiquée en préconception. Donc, on remarquait déjà à l'échographie cardiaque de ces nouveau-nés des anomalies de remodelage cardiaque et de la fonction cardiaque qui était subclinique. Donc, cet environnement métabolique pendant la grossesse des mères a effectivement un impact, oui, sur le risque à moyen et long terme chez la mère, mais également un risque significatif chez l'enfant, d'où l'intérêt d'intervenir en préconception chez ces femmes à plus haut risque pour prévenir les complications non seulement chez la mère, mais également chez l'enfant à naître. Le risque de maladies cardiovasculaires associées à la ménopause est mieux connu chez les femmes. Donc, on sait que ce risque cardiovasculaire augmente de façon accélérée chez les femmes lors de la transition vers la ménopause. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette augmentation du rythme accéléré, dont, entre autres, une augmentation de la adiposité abdominale, donc une redistribution du tissu adipeux, une accumulation de tissu adipeux abdominal viscéral qui survient lors de la transition vers la ménopause, associée à une augmentation de la résistance à l'insuline, une augmentation des tensions artérielles également qui est fréquente lors de la transition vers la ménopause et avec la ménopause chez la femme, les anomalies des lipides et lipoprotéines pro-athérogènes et une plus grande prévalence de comportements sédentaires à la ménopause, donc tous des facteurs qui viennent contribuer à augmenter le risque cardiovasculaire. Si vous me permettez, je vais prendre une gorgée d'eau. C'est un peu... Maintenant, je vous parle des déterminants sociaux de la santé chez la femme, un peu moins connus dans les études, mais qui sont des facteurs de risque majeurs chez les femmes, donc à considérer lorsqu'on veut bien évaluer le risque cardiovasculaire chez les femmes. Donc, dans les déterminants sociaux de la santé chez les femmes, entre autres, on sait qu'il y a un stress psychologique élevé, soutenu chez les femmes est associé à une augmentation du risque cardiovasculaire, un plus faible revenu. Les femmes qui sont victimes de discrimination, de racisme aussi, c'est augmenté, associé à une augmentation de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaire. Le manque de support social également, c'est un facteur de risque majeur chez les femmes. Donc, tous les facteurs qui contribuent également à influencer les facteurs de risque qu'on dit comportementaux. Donc, les habitudes en lien avec l'activité physique, en lien avec l'alimentation, l'accessibilité à des aliments qui sont sains et l'observance également aux recommandations non pharmacologiques et pharmacologiques et le suivi médical aussi de ces femmes. Maintenant, si on regarde au niveau du diagnostic clinique chez les femmes, donc la maladie coronarienne et le diagnostic d'infarctus du myocarde est souvent établi moins rapidement chez les femmes. Ça s'explique par un ensemble de facteurs. Entre autres, si on pense juste à la physiopathologie de la maladie, ça peut expliquer, entre autres, pourquoi il y a un délai au niveau de la prise en charge du diagnostic de ces femmes. Les symptômes vont souvent être différents chez les femmes qui se présentent en infarctus aigu. Donc, oui, il y a des femmes qui vont avoir des symptômes classiques de douleur thoracique avec une irradiation au niveau du bras gauche ou de la mâchoire, mais il y a des femmes qui vont se présenter avec des symptômes beaucoup plus subtils, des symptômes qui peuvent faire penser, entre autres, à des problèmes digestifs, ils vont avoir de la nausée, des fatigues. Donc, il faut être vraiment très alerte à cette diversité de symptômes chez les femmes. Et malheureusement, les femmes vont avoir tendance à consulter plus tardivement dans les centres
soit leur médecin de famille ou à l'urgence, lors d'une douleur thoracique, elles vont souvent penser que c'est une cause autre que cardiaque pour expliquer leur malaise. Ce qui fait en sorte que les femmes qui se présentent en infarctus aigu vont souvent avoir un moins bon pronostic de récupération et une mortalité cardiovasculaire qui est plus élevée. Et ça, c'est vrai au Canada, mais c'est une réalité qu'on voit à travers le monde. Donc, c'est certain que des traitements rapides en cardiologie sont liés à une meilleure chance de survie, à un meilleur pronostic chez les femmes. On sait que les femmes sont plus susceptibles de développer certains types de maladies cardiaques et elles peuvent être touchées différemment par les maladies cardiovasculaires. Donc, la maladie ne s'exprime pas exactement de la même façon chez les hommes et chez les femmes. Par exemple, l'infarctus du myocarde, qui est secondaire à une coronaropathie qui est non obstructive, est 2 fois plus fréquente chez les femmes comparativement aux hommes. Donc, si on regarde le spectre de la maladie coronarienne ischémique chez la femme, donc on retrouve la maladie coronarienne athérosclérotique obstructive, qui est de loin la cause la plus fréquente de maladie coronarienne ischémique chez les femmes, mais on retrouve également de la dysfonction microvasculaire qui est plus fréquente, entre autres, chez les femmes diabétiques, chez les femmes en situation d'obésité, soit en situation d'obésité abdominale ou d'obésité sévère. Les anomalies vasomotrices qui peuvent amener des vasospasmes significatifs au niveau des coronaires et la dissection coronarienne spontanée également. Si on regarde pour la dissection coronarienne spontanée, donc c'est 1 à 4 des syndromes coronariens aigus et plus de 90 sont des femmes. Donc, c'est vraiment une condition cardiaque qui affecte majoritairement les femmes. Il y a 10 à 30 de récidive qui est observée suite à un épisode de dissection coronarienne spontanée. Et c'est une cause fréquente d'infarctus chez les jeunes femmes. Et c'est ce qu'on voit également pendant la grossesse ou lors de l'accouchement. Pourquoi? Parce que dans la physiopathologie qui demeure plutôt complexe et moins bien comprise, on retrouve entre autres des facteurs de risque. On sait qu'il y a possiblement des facteurs de risque, une susceptibilité génétique. On sait qu'il y a certaines anomalies artérielle, la dysplasie fibromusculaire, d'ailleurs, qui est associée aux dissections coronariennes spontanées. Mais il y a certaines femmes, par exemple, qui ont une hypertension préalable. Les femmes qui sont connues pour des migraines et les femmes qui ont eu des complications de grossesse également vont être plus à risque de présenter une dissection coronarienne spontanée. On sait également que les femmes qui pratiquent des types de l'exercice à haute intensité, les dissections vont souvent survenir pendant un Valsalva ou lors d'un effort très intense. Si on regarde au niveau de l'insuffisance cardiaque chez les femmes, donc les femmes vont être plus souvent touchées par une insuffisance cardiaque qu'on dit à fraction d'éjection préservée, donc avec une prévalence d'environ 2 pour 1. Ce qui vient un peu compliquer le diagnostic lorsqu'on image le cœur de ces femmes-là, entre autres avec l'échographie cardiaque. Il faut être très alerte pour être certaine de ne pas passer à côté d'un diagnostic. Et chez les femmes, on sait que l'hypertension et la présence de diabète sont des facteurs de risque majeurs d'insuffisance cardiaque. Au niveau des arythmies chez la femme, la fibrillation auriculaire est une arythmie qui est très fréquente en cardiologie, très fréquente chez les femmes. Et on sait que chez les femmes, elle est associée à un moins bon pronostic. Donc, un peu plus d'insuffisance cardiaque chez les femmes connues pour une fibrillation auriculaire, un plus haut taux d'événements cardiaques, une plus grande mortalité cardiovasculaire et également un plus haut risque d'AVC chez les femmes qui sont connues pour une fibrillation auriculaire. Donc, on remarque que la maladie cardiovasculaire s'exprime différemment chez les femmes et les particularités de la maladie cardiovasculaire chez les femmes doivent être prises en considération pour
optimiser le diagnostic, hein, comme on vient de voir, et surtout également la prise en charge. Lorsqu'on regarde brièvement la prise en charge et les stratégies de prévention cardiovasculaire chez les femmes, ce qu'on remarque, c'est que ce qu'on observe, c'est que la prise en charge des facteurs de risque, elle est sous-optimale chez les femmes. On va souvent sous-estimer le risque cardiovasculaire chez les femmes. Donc, plus rarement, les femmes vont être identifiées comme étant à haut risque cardiovasculaire, que ce soit en utilisant des algorithmes d'évaluation du risque ou en utilisant des marqueurs cliniques. Et on va avoir moins tendance à prescrire une épreuve pour stratifier le risque cardiovasculaire chez les femmes en comparaison aux hommes, même si elles se présentent pour des symptômes danger, par exemple. On sait également que la référence pour participer à des programmes de prévention et de réadaptation cardiovasculaire, elle est moindre chez les femmes en comparaison aux hommes. Et malheureusement, les femmes vont être moins susceptibles de participer au programme de réadaptation cardiovasculaire lorsque, lorsque les programmes leur sont offerts en prévention secondaire, par exemple, après un événement cardiovasculaire. Si on parle de prévention secondaire, on sait également que les cibles d'atteinte pour ce qui est des facteurs de risque sont souvent moins, les cibles sont moins souvent atteintes chez les femmes en prévention secondaire de maladies cardiovasculaires. Un autre enjeu majeur, c'est si on parle de santé cardiovasculaire chez les femmes, en cardiologie, c'est qu'on sait qu'il y a le 2 tiers des participants actuels dans les grandes études en cardiologie, en santé cardiovasculaire, sont des hommes. Donc, les résultats actuellement qu'on utilise en cardiologie pour diagnostiquer la maladie, traiter la maladie, guider les lignes directrices canadiennes pour prendre en charge la maladie cardiovasculaire des femmes, mais c'est des données qui sont extrapolées à la femme en assumant des résultats similaires aux hommes. Donc, c'est une réalité qui est majeure et il y a plusieurs stratégies maintenant pour tenter d'augmenter le nombre de données actuelles en santé cardiovasculaire chez les femmes pour améliorer notre diagnostic, notre prise en charge et les soins des femmes. Donc, si on regarde toujours en prévention cardiovasculaire chez les femmes, ce qu'on va suggérer maintenant dans les lignes directrices, c'est d'adopter une approche préventive de la maladie cardiovasculaire dès l'enfance. Donc, on sait que plus on agit tôt, plus on a des bénéfices à long terme. On suggère de conseiller, de sensibiliser les femmes à la prévention cardiovasculaire, donc de ne pas hésiter à en parler et d'améliorer la détection précoce des facteurs de risque et d'adresser ces facteurs de risque ou ces comorbidités chez les femmes. On aimerait améliorer la représentation des femmes dans les grands essais cliniques en santé cardiovasculaire. Et chez les professionnels de la santé, on va suggérer de revisiter régulièrement l'évaluation du risque cardiovasculaire chez les femmes et ce, à chaque étape de la vie d'une femme. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'importance de la santé reproductive chez les femmes. Donc, c'est important de considérer ces paramètres spécifiques aux femmes lorsqu'on évalue le risque cardiovasculaire et garder en tête que la majorité des maladies cardiovasculaires chez les femmes sont évitables. Donc, on est en mesure de prévenir jusqu'à 80% des maladies cardiovasculaires par un dépistage efficace, par une prise en charge optimale des facteurs de risque cardiovasculaire et une promotion des saines habitudes de vie. Donc, je vous parlais d'une approche préventive à tous les stades de la vie, donc je m'excuse pour la diapositive en anglais, mais ce qu'on suggère, c'est dès la grossesse, donc au niveau du développement fœtal,
On va encourager la santé maternelle, donc éviter cet environnement métabolique, cardiométabolique qui expose les fœtus à développer des conditions cardiométaboliques et cardiovasculaires. Donc, on va tenter d'éviter l'exposition à cet environnement toxique. Chez les jeunes adolescentes, les jeunes filles, on va mettre l'emphase sur la prévention cardiovasculaire, adopter des saines habitudes de vie, encourager les jeunes filles à être actives, à gérer l'anxiété, le stress, éviter évidemment le vapotage et adopter dès le jeune âge des comportements sains, donc une bonne relation avec l'alimentation, par exemple. Au niveau de l'âge adulte, on va suggérer idéalement d'éviter d'avoir des complications de grossesse. Donc, ça passe par un counseling, préconception. Donc, on va chercher à sensibiliser les femmes avant la grossesse à avoir des saines habitudes de vie, encourager les professionnels de santé à suivre les femmes en préconception, optimiser les facteurs de risque pour éviter ces complications pendant la grossesse. Et on va s'assurer d'avoir un suivi de ces facteurs de risque pendant la grossesse et après les grossesses et avant les grossesses subséquentes, évidemment. Pour ce qui est de la transition vers la ménopause, on en parlait tout à l'heure, on sait que c'est associé à une accélération du risque cardiovasculaire. Donc, ne pas hésiter à revisiter leur risque cardiovasculaire pendant cette transition vers la ménopause, de prendre en charge ces facteurs de risque et d'évaluer, de s'assurer de promouvoir toujours les saines habitudes de vie dans cette population qui est particulièrement au risque de complications cardiovasculaires, d'éviter la polypharmacie chez cette population et de discuter d'hormonothérapie de remplacement qui peuvent être indiquées chez une faible proportion de femmes à faible risque cardiovasculaire. Et ne pas sous-estimer le vieillissement chez la femme. Donc, on va encourager chez les femmes lors du vieillissement de demeurer actives, de maintenir ses saines habitudes de vie, évidemment d'avoir un contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire et encore une fois d'éviter la polypharmacie chez ce groupe. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est certain que plus on agit tôt, plus on augmente les bénéfices à long terme, parce qu'on sait qu'il y a un risque qui est cumulatif de cette exposition au cours de la vie d'une femme de développer des maladies cardiovasculaires. Donc, je suis déjà rendue à la conclusion. Donc, si je peux me permettre de conclure, donc, gardez en tête que la maladie cardiovasculaire, c'est la première cause de décès prématuré chez les femmes. Donc, c'est important que les femmes soient sensibilisées à cette réalité et qu'il faut qu'elles puissent être en mesure de prendre d'avoir des stratégies efficaces de prévention cardiovasculaire. J'espère bien vous avoir démontré que les femmes ont des facteurs de risque qui sont distincts, qui vont affecter la santé cardiovasculaire à différents moments de leur vie. Et c'est certain qu'il est encore nécessaire et important d'améliorer nos connaissances en santé cardiovasculaire chez les femmes et surtout d'adopter des stratégies de prévention qui vont être ciblées pour améliorer le pronostic chez les femmes.